Aujourd'hui, Radio Mercure se transporte à Lascaux, dans le quartier Argentine à Beauvais, et pour faire la connaissance et découvrir un compositeur, puisqu'il s'appelle Romain Greff. Il vient tout juste d'avoir 36 ans cette année. Vous êtes, on va se tutoyer plutôt. Tu es né à Périgueux. Ensuite, tu migres très vite en Normandie. C'est Rouen, et à partir de là, les premiers contacts avec la musique, ça se passe comment, Romain? Alors, le vrai premier contact avec la musique, c'est d'abord avec ma mère, qui était pianiste aussi, et qui m'a initié à la maison au piano dès mon plus jeune âge. Donc j'ai eu la chance de commencer le piano assez tôt, j'avais peut-être 5 ans. Et après les cours au conservatoire en musique classique, et assez rapidement... j'ai commencé à pianoter en dehors de ce que mes professeurs me demandaient, mais à pianoter des musiques que j'aimais bien écouter, beaucoup de Queen, de Michael Jackson dans les années 90, et également aussi beaucoup de musique de film, très fan de la BO de Star Wars ou de Batman ou de Retour vers le futur. Et à cette époque-là, donc quand j'étais au collège, je pianotais, j'essayais de retrouver les mélodies à l'oreille, de les arranger, et voilà comment, en gros, je me suis construit musicalement durant toutes ces années, jusqu'à 18-19 ans, quoi. Et les premières inspirations au niveau musique de film, c'est venu très vite aussi. Donc les inspirations, c'est John Williams, donc, oui. Pour Star Wars. On a Steve Elstree également, oui, je pense. Danny Elfman. Ben voilà, mon trio gagnant, entre guillemets. Voilà. Et puis dans les compositeurs français, pour en citer un peut-être. Il y a Bruno Coulet que j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Microcosmos et sur Coraline. Et puis il a eu le succès qu'il a eu avec les choristes aussi, donc ça reste un mélodiste qui sait très très bien faire sonner les instruments entre eux, mais dans les plus récents et dans les actuels, il y a Mathieu Lambollet aussi qui fait un super boulot et qui est très très intéressant à suivre. Et puis le français le plus connu et adulé du moment, c'est Alexandre Desplat, qui lui parcourt sa carrière entre César et Oscar, et entre Harry Potter et pas tout tous ça, les Césars. Pas tous les Césars. Cette année, il s'avère qu'on est passé devant. Voilà. Mais bon, c'était une fois. Voilà. Ensuite, il y a la rencontre avec Vincent Blanchard. C'est ça. Donc, l'intégration du groupe Jaude. Oui, Jaude. Qui est un groupe de rock. Groupe de rock de Rouen. C'est ça. Donc, vous produisiez sur les scènes en Normandie, je suppose. Sur principalement à Rouen au début, et puis un petit peu aux alentours. Et effectivement, donc Jaude, groupe de rock français, l'idée par Vincent, et voilà. Et on a à peu près, alors du coup j'anticipe peut-être la question d'après, mais au moment où s'est créé Jaude, on est rentré en contact avec Alec Lutz en parallèle. C'est la question d'après. C'était la question d'après, voilà, parce que c'est vrai que les dates coordonnent. On est rentré en contact avec Alex Lutz de manière très indirecte. C'est que on nous a demandé, par le biais de rencontres, de réaliser des covers, donc d'abord des imitations de morceaux connus pour des spectacles, et pour le spectacle d'Audrey Lamy. Et à l'époque, son metteur en scène, c'était Alex Lutz. Et puis voilà, la collaboration a été assez fructueuse, parce que il fallait répondre rapidement aux attentes, qui parfois avaient un timing court. Très très court, le lendemain pour la veille ou dans l'autre sens. Ça n'était pas toujours simple, mais on a su tirer notre épingle du jeu là-dedans. Et puis de cette, au départ, collaboration un peu technique, juste faire du cover, a abouti, ça a évolué vers une collaboration un peu plus artistique, où il a fallu qu'on crée les musiques originales de ce spectacle. Donc l'habillage sonore du spectacle. Voilà. Donc pour Audrey Lamy, pour d'autres également. Pour Audrey Lamy, alors on a fait après des covers aussi pour Fabrice Eboué, pour Pierre Palmade et Michel Larocque, pour Il se re-aime. Il se re-aime. Voilà, c'est ça. Alex, pareil, faisait la mise en scène. Mais à chaque fois, c'était effectivement des covers, un aspect plus technique, effectivement. Pour Baptiste Le Caplin aussi, on a dû faire des choses. C'était des commandes toujours un petit peu indirectes. Et puis voilà, la collaboration marchait vraiment bien, quoi. Voilà. Et après arrive la télévision, puisque Alex Lutz et Bruno Sanchez ont la série, on va appeler ça une série, oui, voilà. Liliane et Catherine. C'est ça.
Et là, vous réalisez également tout ce qui est musical là-dessus. Voilà, alors il y a effectivement cette pastille-là existait depuis quelque temps, et puis pour se renouveler un petit peu, suite à la collaboration qu'on a vue avec Alex, et aussi sur son premier film qu'on a fait, Le Talent de mes amis, en 2015, Talent de mes amis, ouais. juste après, Alex commençait à nous solliciter un petit peu plus, et on a fait donc la saison, je crois que c'est 2016-2017, les pastilles musicales de Catherine et Liliane, qui étaient chaque vendredi, elles étaient dans un food truck à écouter la radio et puis à dire attends mais c'est quoi ça? Ah mais c'est le dernier Shakira. Mais non, mais voyons, c'est pas le dernier Shakira, c'est rappelle-toi Marie-Noël Sergent, mais en 73, mais souviens-toi la Stevie Wonder française, c'était génial. Et pof, tu tombes sur le clip. Mais c'est bien le morceau de Shakira, mais qu'on réarrangeait. D'accord. Comme si, voilà, Marie-Myriam chantait ça dans les années 70, etc. Et on a fait ça toute l'année, mais c'était pas que ça, c'était aussi des fausses publicités. Et donc le timing pour travailler sur une chanson comme ça, parce que finalement, il y a on vous donne l'idée, on vous donne le thème, on va dire. Le pitch, voilà. Ouais. Et puis après vous travaillez dessus. Entre le temps de travailler dessus et le fait que ça soit produit et diffusé. Bah, ça dépendait de certains timings, mais ça pouvait varier. Quand c'était confort, c'était à 1 ou 2 ou 3 semaines. Quand c'était dans la normalité, c'était 1, 2 ou 3 jours. Donc ça arrivait parfois que le mardi, on ait la commande, mais ça passait le vendredi à la télé. Donc on fait ça le mardi. Alors, on travaillait le mardi et le jeudi par rapport à nos emplois du temps. Donc le mardi, on se rencontrait, on recevait le pitch ou un coup de fil ou un texto. Il faut faire ça, il faut nous faire du country, mais un peu à l'arrache. Il faut nous faire une musique russe triste. Il faut nous faire un générique de Star Trek à la française. Mais c'est là. Alors, en fait, c'était variable. Il y avait toutes les situations possibles. Il y avait des paquets de commandes. On avait 5 morceaux à faire pour les 5 semaines à venir. Donc le premier était pour les 3 jours à venir, mais le suivant pour 10, etc. Mais parfois, dans ces 5 semaines à venir, c'était « Ah oui, mais au fait, celui de vendredi là, donc dans 2 jours, il change. C'est un autre truc, il faudrait nous faire ça. » On a eu ce genre de situation. L'avantage qu'on avait avec Vincent, et puis de par nos compétences, je pense, et aussi l'affinité qu'on avait avec Alex, c'est qu'on était un peu sur ce même type de parodie, de clin d'œil, un peu Madeleine de Proust inavouée, c'est que ça faisait écho à notre propre enfance aussi, quand il fallait faire une pub pour des sneakers, des chaussures années 80, beaucoup trop grandes, beaucoup trop fluo, tout ça, mais profondément génial à l'époque. Moi, je me souviens très bien de ces pubs-là où je disais, c'est parfait, je veux ces chaussures. Et là, on me dit, il faut que tu fasses la pub, pour la musique de pub là, voilà, c'est ça. Donc, un truc un peu avec des sonorités très modernes de l'époque, mais profondément kitsch, avec que du synthé, et ces choses-là. Il y avait obligatoirement dans le cahier des charges, il y avait des choses induites et des choses exclues. Quand il fallait faire une musique de folk, c'était obligatoirement de la guitare, de l'harmonica, un peu de mandoline. Donc là, vous touchiez à tous les instruments. Enfin, touchez à tous les instruments. On avait, en tant que musicien, on a beau avoir une compétence ou deux sur des instruments précis, au bout d'un moment, on est amené à varier la pratique. C'est un peu obligatoire. Et aussi, quand on est dans l'enseignement, comme je le suis, quand je gère des ateliers de musique actuelle et qu'un jour le bassiste n'est pas là, il faut quand même que le groupe bosse, donc je prends la basse, puis si le batteur n'est pas là, j'essaie de me débrouiller, etc. Avec plus ou moins de réussite et de chance, mais il faut savoir faire le taf. Et en studio, on a quand même le temps de prendre son temps. S'il faut faire une bonne prise de mandoline alors qu'on n'est pas réellement mandoliniste, on peut quand même y aller 5-6 fois et puis on travailler un peu l'instrument. Voilà, et puis on arrive à trouver, voilà, exactement. Et donc en parallèle, toujours prof au conservatoire. C'est ça, voilà. Donc dans ces années-là, j'ai intégré le conservatoire de Grand Couronne et Petit Couronne, qui a une vraie spécialité musique actuelle dans la région, et d'où ma présence aussi ici, c'est qu'il y a un partenariat avec le conservatoire de Beauvais, avec Benjamin Lemao et Maxime Siné, et donc j'interviens à la fois en qualité d'enseignant et de compositeur-arrangeur pour cette journée, d'abord au conservatoire. Donc, ce matin. Voilà, ce matin, tu étais au conservatoire, donc classe de maître, masterclass. Voilà, une rencontre avec les élèves beauvaisiens. Voilà, masterclass, j'ai toujours un peu je trouve que c'est un peu pompeux, mais en même temps, je me sens pas encore légitime d'employer ce mot-là.
mais pas réellement en tout cas. Mais voilà, c'était un partage avant tout, essayer de parler de mon expérience, parler de ce que je sais faire, de ce que j'ai fait, répondre aux attentes et aux questions de ces élèves-là qui vont se retrouver le 7 décembre prochain en concert aussi, avec des morceaux de piano, musique actuelle, du Paul McCartney à du Sam Smith. Voilà, donc il fallait aussi pouvoir leur apporter certaines réponses à certaines questions ou un regard un petit peu différent et voilà. Et donc on va arriver à Guy. Guy. Alors comment comment on te parle de l'idée de Guy et de ce qu'on attend de toi, parce que finalement on est là face à une star de la musique vieillissante. En gros, on est face à Salut les copains, une photo de Jean-Marie Perrier qui décrit une forme de Michel Delpech, c'est Jérôme, Michel Sardou, enfin voilà, c'est un peu Guy Jammet. Alors comment on crée Guy Jammet? Alors on crée, musicalement en tout cas. Musicalement, c'est un peu particulier, mais c'est un petit peu comme si on créait un personnage dans un livre ou dans un autre média, c'est-à-dire Alex nous a dépeint un petit peu sa psychologie. Et au-delà de la psychologie, le plan de carrière qu'il a voulu, qu'il n'a pas voulu, qu'il a eu, avec les interdits qu'on lui a mis, avec les interdits qu'il s'est fixés, avec ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté. Donc il y avait déjà un petit peu cette chose-là, cette psychologie-là. C'est-à-dire que Guy Jammet, alors c'est un sujet qui pourrait faire polémique un petit peu aujourd'hui dans le cinéma français, mais c'est un homme qui aime les femmes et qui le revendique. Oui, on le voit dans le film. On le voit dans le film. Donc il chante son amour pour les femmes en essayant de surfer sur la vague, mais en étant toujours un peu décalé. Donc la musique yéyé dans les années 60, et puis jusqu'aux années 70, mais les années 70, il ne prend pas le virage ni du disco, ni du reggae, parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse et que lui il aime la musique folk. Donc on ne fait pas de disco, on ne fait pas de reggae, mais on lui affuble de la guitare, de la mandoline, de l'harmonica, ces choses-là. Puis il disparaît, puis on dit il revient dans les années 80, plus Guy Jammet que jamais. Donc il faut que ce soit du Herbert Léonard, donc ce sera du Herbert Léonard, donc il aime les femmes et les synthétiseurs. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait pour les années 80. Et voilà. Et donc il faut créer des tubes. Ouais. Ce Guy Jammet avait des tubes dans le passé, et donc style Dadidou. Voilà. Comment on crée un tube? Parce qu'il faut que ça soit un tube. Alors, que le public prenne ça comme un tube. Alors il n'y a pas réellement, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de recette. Il faut être un peu convaincu soi-même que ce qu'on a dans la tête, ça va marcher, mais on essaye plein de choses. Il y a 2-3 morceaux dont Dadidou fait partie. Les caresses aussi peut-être. Voilà, et caresses, où le morceau est un peu émergé tout seul et de plein de manières. C'est-à-dire que Dadidou, la mélodie à un moment a fait tilt, elle est arrivée là. De cette mélodie, l'harmonie est sortie et puis on voyait bien que cette musique ne pouvait pas être une musique de synthétiseur des années 80, qu'elle avait un côté un peu dansant, un peu le lundi au soleil, donc profondément yéyé, donc le début des années 70. Donc on fait cette musique-là de cette manière-là. Point, on la met de côté, elle fait partie des premiers tubes de Guy Jammet. Puis on fait Caresse, le revival, Herbert Léonard à fond, des synthétiseurs, de la batterie à fond, on y est, et voilà, et on le met ici. Et on fait 2 autres titres comme ça. Et puis nous, ce sont les 4 premiers titres que Alex nous commande pour Guy Jammet, qu'on va tourner et qu'on va prendre dans le film. Et il s'avère que, au départ, il voulait que ce soit Caresse, le tube. Qu'on mette Caresse en avant, que ce soit lui qui soit le plus filmé, qui ait des anecdotes, etc. Mais pendant le tournage, l'équipe du film, à chaque fin de tournage, chantait Dadidou, ne chantait pas Caresse. C'est vrai que c'est très entêtant. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte que ce morceau-là a eu sa vraie heure de gloire pendant le tournage, et du coup, via le montage et via l'évolution du tournage, on a essayé de le remettre un petit peu devant, parce qu'à la base, ça ne devait être que le morceau de la rencontre avec sa femme. Et un de ses tubes, bien évidemment, mais finalement, après ce tube-là, il disparaît pendant 10 ans. Donc c'est un tube, mais ça l'a un peu cloué aussi. Et voilà, et les gens qui chantent ça et qui nous envoient des textos le lendemain, on n'en peut plus de votre mélodie, arrêtez, on en a marre. Mais sauf que non, le tournage il dure 1 mois et demi, donc tu vas en bouffer du Dadidou. Et donc voilà, donc du coup, ce thème-là revient par la suite. Donc finalement, pour résumer ça, il n'y a pas une recette miracle.
mais on a fait confiance à cette mélodie qu'on a trouvée et qu'on a sûrement su bien arranger et mettre en avant aussi. Donc voilà, le morceau a eu sa vie à lui en fait. Bonjour. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Papa. Hé, papa. Et donc avec Vincent, vous jouez également dans le film, parce que vous êtes les musiciens de Guy Jammet. Et tout le groupe Joe est dans le film, et ça c'est une fleur et une marque de confiance qu'Alex nous a fait aussi, et je pense que c'était aussi... c'est pas que ça l'arrangeait, mais on était là pour ça, donc tant mieux. Il nous a proposé d'être le backing band de Guy Jammet, avec d'autres musiciens qu'on a rencontrés aussi à travers via son coach vocal Vincent Eden aussi. Donc voilà, on a eu la chance d'être ce groupe-là sur scène. Et donc toutes les scènes sont tournées dans situation réelle ? Complètement, c'est du live, du vrai live, 100% live, avec du public. Ce qui était marquant, c'est que le public jouait le rôle de public, donc faisait semblant de connaître les morceaux, tapait dans les mains, etc. Sauf... Oui, c'était des admirateurs et des fans de Guy Jammet. Voilà, mais qui, en rentrant dans la salle, ne connaissaient pas les morceaux. Et en sortant dans la salle, chantaient Caresse, mais surtout Dadidou. C'est-à-dire qu'on filmait 2 fois le concert complet, ça durait 30 minutes. Enfin 2 fois, 2, 3, parfois 4 fois, dans des journées marathon sur 3 endroits différents, donc avec montage et démontage, on perdait 10 kilos dans la journée. Et voilà, et le public qui venait à chaque fois être un public différent et ressortait, c'est nanana et chantait Dadidou quoi. Donc c'est là qu'on s'est dit, il y a un truc à faire avec ce morceau et en fait ce serait peut-être bien ça le tube aussi de Guy Jammet quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que les scènes sont vraiment jouées live. Complètement live. Et donc ce film sort. En avant-première, vous allez à Angoulême. Ouais. À Angoulême, il y a également une scène qui est faite à Angoulême. Tu étais présent également ? Ouais, on était tous là. Et donc là, c'est les premières rencontres avec le public autre que le public de Guy Jammet, qui est un public fictif quand même. C'est ça, exactement. Et donc là, ça se passe comment ? On ressent ça comment ? On se dit, tiens, le film prend. Alors le film prend, les gens... ce qui est assez bluffant, c'est que les gens... voilà, on coupe le générique et on joue la musique qui est censée démarrer au générique, on la joue en live, les gens sont surpris, ne s'y attendent pas du tout, se prennent au jeu, restent pendant le concert, restent après, nous posent des tas de questions, un peu ces questions-là, mais comment on fait, mais comment vous faites, mais c'est génial, mais j'ai l'impression que je connais déjà ces morceaux, etc. Puis on voit qu'on a un retour qui est vraiment plus que positif, qui est plus que bienveillant, qui est vraiment super, quoi. C'est assez indescriptible en fait. C'est vrai qu'à la vision du film, on se dit, mais... J'en ai entendu parler de ce Guy Jammet. On a l'impression qu'il a toujours fait partie de notre vie. Effectivement. Alors après, il faut dire qu'il est... Et ça a été récompensé, il est brillamment interprété par Alex aussi. Quand on ne sait pas qui est Alex Lutz et quand on ne l'a jamais réellement vu avant, parce que c'est un personnage médiatique, mais qu'il est pas autant qu'un Jean Dujardin ou qu'un Jamel. Une gueule connue, voilà, c'est pas très connu. C'est ça, et puis le rôle dans lequel il était plus connu, c'était Catherine, donc encore grimée. Il y a plein de gens qui se sont pris au jeu et qui n'ont compris que dans le film que non mais Guy Jammet en fait c'est pas quelqu'un de connu, enfin c'est pas quelqu'un qui existe. Quand la lumière s'éteint, nos corps ne font plus qu'un. Quand ta peau était sainte, tes sourires et les miens, mes soupirs et tes mains rimaient tendresse, caresse. Alors la Guy se pose. Et avant Angoulême, il y a eu la semaine de la critique à Cannes, c'était le film de clôture de la semaine de la critique. Vous étiez présent également ? Moi non, parce que mon fils naissait à ce moment-là. Ah bah ça c'est. Voilà, donc c'était pas une clôture, c'était un grand début. C'était un très très grand début, sûrement l'un des plus beaux. Mais effectivement, le reste une partie de l'équipe était là-bas. Et il y a eu une standing ovation. C'était assez fou aussi. En tout cas, j'en ai entendu moi de bons échos, mais qui se sont que j'ai retrouvés par la suite. Concrétisés à Angoulême, par exemple. Et puis après, donc le film sort. Et là, on arrive en février 2019. Le film a déjà un petit peu vécu. C'est la cérémonie des Césars.
début de la soirée, on annonce les premières récompenses. C'est le César de la meilleure musique de film. Alors, on annonce les nominés. Il y a Alexandre Desplat pour Les Frères Sisters. Il y a Pascal Sangla pour Pupille. Tout ça, des très bons musiciens et des très bons films. Hein. On a Grégoire Hetzel pour Un amour impossible. Anton Sango pour Amanda. Et puis Camille Bazbaz pour En liberté. Et puis, donc Vincent et Romain Greff. Vincent Blanchard et Romain Greff pour Guy. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans la tête, dans les muscles au moment où on entend son nom ? Il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire un mélange de blackout et d'excitation complète. Après, je pense que chacun a un ressenti différent. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'entends le nom d'abord de Vincent, donc je comprends que c'est nous. Pof, le fait de te lever, tu reçois un coup de massue énorme, tu te rends compte que finalement tu pèses bien tes 75 kilos, mais qu'en même temps tu es léger comme une plume, que tu pourrais dire bonjour à tout le monde, là rien peut t'arriver, tout va bien. Donc voilà, que tu as envie de crier au monde entier et en même temps tu veux rester discret parce que le monde entier ou une partie te regarde. Donc voilà, il y a tout ça en même temps sur 1 mètre. Et l'arrivée sur scène. Et l'arrivée sur le plateau. Alors Vincent passe devant moi, je me souviens bien, il prend le César, il se retourne et on avait un peu convenu ça, si par hasard on l'avait, parce qu'on reçoit un manuel qui nous dit un peu comment procéder, comment se préparer un minimum pour pas se retrouver devant le micro et dire Est-ce que vous pensiez que ça allait être vous ce soir-là ? Plein de gens nous le disaient, mais tu n'as pas envie d'y croire et en même temps tu n'espères que ça. Ouais, faut pas l'exclure non plus. Voilà, quand tu fais la Coupe du Monde de foot, c'est pour la gagner. C'est pas que pour participer, même si participer c'est déjà génial. Après là, c'est pas une Coupe du Monde, c'est une participation. Et puis on te dit tiens en fait ton boulot que tu as fait, il va sûrement être récompensé. Et donc on prévoit le coup en se disant s'il se passe quelque chose, il faut qu'on dise quelque chose. On voit ça en off et Vincent me dit moi écoute j'arrive pas à préparer un texte, je veux pas y penser, superstition ou pas. Moi je me dis ok, mais d'habitude c'est quand même Vincent qui parle pour nous deux en général. D'accord. Là, si on l'a, et c'est pas impossible, on est 1 sur 6, c'est pas impossible, il faut préparer quelque chose. Donc j'avais préparé une bafouille. Donc là c'est Romain qui s'y colle. Voilà, et donc voilà, Vincent monte sur le plateau, je le suis, il se retourne, il me regarde avec un sourire, tu y vas, voilà. Donc je passe derrière lui. Et puis là, je vois une lumière et puis je vois Robert Redford, je vois Romain Duris, Monica Bellucci, Alex Normal, les salut copains, Robert. quoi. C'est ça, salut Robert, comment ça va Voilà, un truc improbable, c'est-à-dire que c'est que des gens que, au pire, tu as vu et dont la carrière est immense, et au mieux, tu as vu, tu adores et la carrière est immense. Et là, puis, tu sors pas ton téléphone pour prendre une photo. C'est ça, là, tu fais pas un selfie, tu pourrais, mais non, c'est mal vu. Et puis, du coup, il faut parler, quoi. Alors, il y a des moments où j'ai besoin d'être rassuré et d'avoir les pieds sur terre. Donc, la cérémonie commence à être longue. Normalement, la musique arrivait plus tôt. Au bout d'un moment, on se disait, c'est pas possible, il n'y a pas la musique. Quand ils sont plantés, ou on nous a fait une blague, ou c'est pas vrai. Mais à partir de ce moment-là, au bout de 2h30 de cérémonie, dans ma tête, moi, je commence à me dire, bon, si c'est nous, qu'est-ce que je dis ? Il faut que je dise ça, il faut que je remercie Alex, il faut que je remercie le producteur, nos familles, les copains, etc. Bon. C'est pas encore nous. Bon, allez, on recommence. Et je me suis rabâché ça pendant 20 minutes. Et de scène, parce que nous, on voit ça à la télévision, pour la plupart, de scène, on voit tout le public ? Quasiment. Alors, la salle Playel est grande, il y a un balcon, il y a 1800 places. Donc, 1800, c'est grand. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est sympa, on fait pas ça tous les matins. Après, c'est quand même plutôt bien fait, c'est-à-dire que tu vois quand même bien les 2/3. Mais surtout, tu vois la foule. Donc, mais il y a une distance aussi, ce qui fait que cette distance, elle est rassurante. T'es pas avec Robert Redford à 1 mètre devant toi. Il n'est qu'à 3 mètres. Oui. Il est quand même à 3 mètres. Mais il ne faut pas trop y penser. On le distingue bien. On le distingue bien. Et en même temps, voilà, tu as des micros devant toi, tu parles. Moi, je sais que j'ai déblatéré tout ce que j'avais à dire, avec l'excitation à fond. Voilà, j'ai récité mon texte et puis le ressenti de l'émotion, il s'est vraiment fait après, quoi. Et donc après on descend de scène. Il y a la soirée des Césars après. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à la fois dans la tête ? Qu'est-ce qui se passe réellement en off ? On est comment ? On touche plus le sol ? On touche plus le sol et en même temps c'est rigolo parce que en off, du coup, on croise toutes les personnes qu'on a vues devant
Et c'est pour une fois, c'est eux qui viennent te voir. Et qui te disent ah super, j'ai voté pour toi dans l'académie, c'était génial, ah j'ai adoré, ah c'est génial. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai, mais enfin en tout cas quand tu as une Ça fait du bien. attention de Guillaume Gallienne, de Faroulia, de Tim Seed, de tous ces gens-là, que pareil dont tu loues le travail, la qualité, le talent et tout ça, Ça il y fait a un côté, énormément de bien. voilà, il y a un côté extrêmement bienveillant, Ouais. jusqu'à un Clovis Cornillac qu'on a croisé au détour d'un escalier en descendant limite aux toilettes, puis ah bravo les gars, je suis génial. Pardon, excusez-nous. Enfin voilà, donc c'est assez rigolo. Ça dure le temps d'une soirée et c'est très bien. Ça fait plaisir, c'est rigolo. Mais après moi je l'ai pris un peu comme un jeu parce que c'est un truc. Le lendemain, tu redeviens le Romain Greff inconnu des gens, même si on en parle un petit peu dans le journal local. Oui, parce qu'à à Rouen, enfin, à Grand Couronne, Oui. il y a eu une réception à la mairie. Alors c'était à Grand-Quevilly, À Grand-Quevilly, voilà, une juste à réception côté. à la mairie. À Grand-Quevilly, il y a eu ça. Il y a eu ça à Mont-Saint-Aignan aussi, ce sont 2 autres communes où je travaille, et aussi à Rouen. Et Et donc c'était très plaisant, quoi. les plateaux de France 3 Voilà, Normandie. exactement. Oui, on a eu, notre lot et on est très content de ça, de mise en lumière. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça ne changeait pas spécialement le quotidien, en fait. Ni avant, ni maintenant, ni après. Donc, on a passé un excellent moment. C'était une très, très bonne soirée. C'était un peu strass et paillettes parce qu'on on n'était pas au même niveau, mais presque que les autres. Mais c'est pas un but en soi, c'était pas une Puis là, recherche. c'est aussi, on est quand même dans la phase d'un début de carrière, en tout cas dans la musique de film. C'est la deuxième musique de film. C'est différent que d'un César qui rend hommage. Oui, c'est ça, Là, complètement. on Là, il y a est un César qui ouvre les portes. c'est ça, il y a ce truc-là. Donc c'est vrai que on se plaît à rêver d'autres choses et d'une suite dans ce milieu-là. Et moi, en plus, c'est un milieu qui me touche particulièrement depuis tellement longtemps que c'est quelque chose de parfaitement inespéré. C'est encore une fois, je le compare très souvent à ça. C'est comme un gamin de quartier qui va jouer avec son grand frère au foot toute sa vie, parce que son grand frère fait du foot dans le club d'à côté. Puis lui, il va en faire un peu, puis il va aller dans l'assaut, et puis etc. Puis finalement, il y a un gars qui lui dit tu devrais venir jouer dans l'équipe avec nous. Puis d'une équipe en équipe en équipe, il se retrouve à en faire un peu son métier. Puis finalement, à plus qu'en faire son métier, parce qu'il se retrouve en national, et puis peut-être en équipe de France. Et puis finalement, il gagne la coupe. Oui, finalement, tout petit gamin. Quand il commence à accrocher à ce truc-là, il rêve un peu de ça. Alors, quand on fait de la musique, on fait pas de la musique pour gagner. Mais ça en fait partie quand même. Mais quand on te dit, là, vraiment, ce que tu as fait, c'est cool, c'est vraiment bien. Et puis, et vraiment bravo parce qu'il s'est passé ci, puis parce qu'il s'est passé ça, puis ton morceau, comment tu as fait, etc. Puis, et que tu discutes avec des gens qui ont des Oscars, tu dis, ah oui, en fait, là, il s'est passé peut-être un truc qu'on n'a peut-être pas spécialement mesuré quand on l'a fait, avec des petites touches par-ci par-là. Voilà, les gars sur le plateau du film qui chantaient les morceaux, puis qui en rigolant nous disaient vraiment ton morceau on n'en peut plus, mais bravo, hein, mais on n'en peut plus quoi. Et toi tu dis bon bah ouais c'est une rengaine, c'est bien, c'est sympa, c'est cool. Et puis il y a ça. Donc oui, tu te plais à rêver d'une suite et cette suite elle va arriver peut-être un jour. Et donc il y a à la fois la profession, mais moi j'aimerais revenir au petit Romain, cette perception au niveau des proches, au niveau de la famille, des parents. On les a évidemment dans la tête et dans le cœur ce soir-là et les jours qui suivent. Ça se passe comment cette relation vis-à-vis de la famille ? C'est assez particulier parce que la musique dans la famille, elle est bien évidemment là, elle a une place importante. Ma mère est musicienne, ma sœur aussi a fait beaucoup de musique dans sa vie. Donc il y a un partage familial parce que quand je jouais ces musiques-là, quand j'étais au collège, que je jouais les musiques de Star Wars, mais de Queen, les premières spectatrices c'était ma mère et ma sœur. Voilà, et mon père aussi quand il était. Voilà, donc c'était donc bien évidemment il y a une pensée
il y a une pensée pour eux et eux me le rendent bien. Ils m'ont écrit, m'ont appelé directement dans la soirée. J'avais coupé mon portable. Quand je l'ai rallumé le lendemain, il a sonné en continu pendant 10 heures. Il y a une immense fierté, des mots d'une gentillesse absolue qui restent gravés là au fond et c'est extrêmement important. Et ma compagne aussi qui était là pour la soirée et qui est voilà. Donc là, vous aviez fait garder le petit bout de chou. Là, on avait fait garder le petit bout de chou par les autres grands-parents et lui, bon, il s'en rend pas trop compte encore, mais peut-être qu'un jour il dira dis papa, c'est quoi ça? Et je lui raconterai une jolie histoire. Donc non, il y a quelque chose d'assez. On est dans la transmission en fait, c'est que tes parents te transmettent quelque chose toute la vie, et puis là, d'un coup, tu leur rends. Tu es une forme, à un moment donné, et toute ta vie, tu es le reflet de cette transmission avec des hauts et des bas. Mais là, c'est éminemment haut, et tu leur rends un truc, peut-être que même, enfin, et sûrement que même eux ne l'ont jamais espéré, voilà. Pensé. Donc tu leur dis, ouais, merci maman, quand j'avais 10 ans, le piano, je voulais peut-être un peu lâcher, et puis en fait, merci de m'avoir dit, m'avoir poussé un peu. Tu vas continuer un petit peu quand même. Et donc, l'avenir maintenant, avec le cinéma, où ça va se passer comment? Est-ce que le téléphone a sonné beaucoup plus aussi au niveau professionnel? Alors, le téléphone a sonné. Faut garder la tête froide aussi. Voilà, faut garder la tête froide. Et puis, c'est un milieu qui est un peu, qui est aussi particulier et qui est lié à l'intermittence. Et moi, je suis pas intermittent. Donc, il a fallu faire aussi un choix à un moment donné. Et ce choix a été fait aussi par rapport à mon autre vie professionnelle, celle d'enseignant et de musicien, qui est absolument pas incompatible, mais l'addition qui est importante. Voilà, aussi. C'est ça. Et l'addition commençait à devenir un petit peu salée, donc il a fallu faire des choix. Donc j'ai aussi des contacts, mais pas avec Alex Lutz, qui continue son plan de carrière lui avec d'autres gens. Là, je suis sur 2 projets qui sont plus intimiste, moins paillettes, entre guillemets, même si c'était très sympa. Un documentaire pour Médecins sans frontières, pour l'instant, qui est en phase de production, et un autre documentaire du réalisateur Benoît Fink sur un Alsacien qui décide de replanter une forêt à main nue. Et il y est depuis 30 ans. Et ça marche. Et donc ça, justement, quand des projets comme ça arrivent, c'est pareil, on a un pitch de l'histoire, bon là c'est une histoire vraie pour le coup, et on a libre cours complet sur la musique, où on te dit on aimerait tel style de musique. Il y a toujours une indication du réalisateur. Le réalisateur reste le chef d'orchestre qui a une image précise de ce qu'il veut, qui a un son précis de ce qu'il veut, et qui est un agrégateur de talent, donc ou de talent, en tout cas de compétences. De talent. Ou de talent. Voilà, c'était pas le mot que je voulais trop employer, mais voilà. Donc du coup, en l'occurrence là, pour le morceau sur celui qui replante sa forêt, il y a une collaboration qui va se faire avec un musicien de musique électro d'Alsace, et le but c'est que je compose une musique plutôt classique, proche de ce qu'aurait pu faire un Vivaldi ou un Bartók, un mélange des deux, un sacré grand écart, mais sur les 4 saisons, et avec un thème par saison qui évolue au fur et à mesure des mois et qui sera remixé ensuite par ce réalisateur musical alsacien. Et après, c'est des propositions. Je sais que pour ça, l'aspect boisé, pour moi, fera naturellement référence à des instruments de type bois. Donc voilà, c'est une proposition que j'ai soumise et qui a été validée rapidement. Donc ça me va aussi, quoi. Et donc pour terminer notre entretien, qui pourrait encore durer des heures et des heures, ça. Là, ce soir, le concert à Beauvais, est-ce qu'on peut avoir quelques titres de morceaux? Tu veux aborder quoi? Il y aura des surprises, ça c'est évident, ça, on va les garder. Comme toujours. Des musiques qui font écho à ce que j'ai pu évoquer déjà, liées à des musiques de films de Silvestri notamment, donc, ou des films dont Silvestri a fait la musique, donc Retour vers le futur, éventuellement
éventuellement Avenger aussi. Mais on peut pas faire de musique de film sans parler de James Bond, on peut pas faire de musique de film sans parler de l'influence rock qu'il peut y avoir aussi dans les musiques de film, parce qu'il n'y a pas que la grande musique orchestrale. Bien sûr. Donc on va parler aussi des biopics, parce que Guy est un biopic, mais il y a d'autres biopics musicaux. Donc cette année a été une année riche en biopics sur des stars du rock anglais. Elton John, voilà, et Queen et tout ça. Donc voilà, il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être. On ne sait pas du tout. C'est vrai que Queen, c'est absolument pas mon groupe préféré. Et donc ce concert, c'est un one-shot ou il est amené à se renouveler ailleurs? Alors ça devait être un one-shot et il sera sûrement amené à se faire ailleurs parce que c'est fait avec des copains et que ça s'est monté assez aisément finalement. On a réellement fait qu'une répétition et là on en fait une autre et puis le concert, mais avec pas mal de préparation, ça a marché du premier coup, donc c'est assez cool, avec des morceaux qu'on avait déjà joués avant aussi de part et d'autre, et donc du coup ce groupe-là est en phase, en train de muter. Et ce serait dommage d'en rester qu'un seul. Ce serait dommage d'en rester qu'un seul, donc on cherche un nom, on en a peut-être un, on verra si on le valide ou pas encore, c'est pour ça que je ne le divulgue pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme on se dit souvent dans ce métier, il y a un truc à faire. La musique de film, c'est quelque chose qui parle à tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde a, dans n'importe quelle décennie, un film qui lui est cher. Et les films sont toujours reliés à un autre et à un autre. Et ah oui, ça je connais, mais attends, cette musique-là, je la connais, etc. etc. Donc voilà, c'est avant tout le plaisir de pouvoir jouer ces musiques-là avec des amis et partager ça avec des gens et un bon moment pendant 1h30, 2h. Et puis de renouveler l'expérience, effectivement. Eh bien, merci Romain. Merci aussi d'avoir fait le voyage avec le César. Avec lui. César qui va rentrer à la maison après ce soir. C'est ça. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. De découvrir l'envers du décor. Mmh. Et puis, à Radio Mercure, nous, on est très, très amateurs de musique de film. D'accord. Et on va vraiment suivre ça de près. Eh bien, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci.